Donc, bienvenue à cette conférence qui est sur la chaîne d'approvisionnement intelligente et un tout petit projet d'1 milliard qui s'appelle Scale AI. On a le plaisir d'avoir avec nous M. Louis Roy, que je vais vous présenter dans quelques secondes. Cette première conférence fait partie d'une série de 3 conférences en journée sur l'intelligence artificielle. Donc, à 11 heures, on aura dans la même salle les FinTech. Et cet après-midi, à 2 heures, on aura Sokij et Mila, donc le vice-président des partenariats avec les entreprises de Mila, qui va être avec nous. Alors, on va vous mettre le fil Twitter, c'est-à-dire que ce qu'on fait dans ce genre de rencontre-là, c'est que la salle peut nous transmettre des questions ou des commentaires qui sont reçus et pris en charge par quelqu'un qui me les transmet. Et on essaye de se garder avec M. Roy 10 à 15 minutes pour que vos questions et vos préoccupations, on puisse lui véhiculer et il puisse y répondre. Sans plus tarder, je vous présente M. Roy. M. Roy est président du groupe Optel, une toute petite entreprise en termes de nombre d'employés, mais pas en termes d'influence. Donc, plus de 800 employés dans au moins 4 pays, les États-Unis, le Canada, l'Inde et le Brésil. Comme vous le savez, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la traçabilité et toutes les questions de chaîne d'approvisionnement. Il a aussi, dans ses temps libres, l'année dernière, je crois, au début de cette année, parti un consortium qui s'appelle Scale AI, qui a eu le malheur de gagner une subvention de 260 millions du gouvernement fédéral dans le programme des grappes d'innovation pour justement essayer de déployer plus au Québec les chaînes d'approvisionnement intelligentes. Il va nous en parler. Sa compagnie, en plus, parce que là, en plus d'être quelqu'un de très actif dans le domaine des chaînes d'approvisionnement, il s'est assuré que sa compagnie est certifiée B Corp. Donc, c'est une compagnie qui est certifiée dans le terme de monde plus viable. Donc, il va l'aborder un peu à la fin. Puis, un de ses mottos, c'est il faut changer le monde. Oui, avec la chaîne d'approvisionnement, mais dans toutes nos actions quotidiennes comme telles, donc c'est une préoccupation. Dernier point, et non le moindre, M. Roy a gagné le Grand Prix d'Ernst Young 2017 pour l'entrepreneur de l'année au Canada. Et il est allé représenter ce printemps, au mois de mai-juin, à Monaco, le Canada comme tel, dans une compétition internationale de tous les grands entrepreneurs mondiaux comme tel. Sans plus tarder, M. Roy. Merci beaucoup. Alors, on va mettre la présentation, s'il vous plaît. Alors, ça me fait plaisir d'être ici. Excusez. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour partager avec vous une vision du monde de demain. Je vais commencer par quelques questions. Excusez-moi, c'est pas, je suce pas d'habitude, là, mais qui croit qu'on va avoir assez de main-d'œuvre pour supporter notre système de santé au Québec? Qui croit qu'on va voir que notre société est capable de faire face au changement climatique, à la réduction des gaz à effet de serre actuellement? Il n'y a pas beaucoup d'optimistes ici. Hein? Notre monde fait face à des immenses défis. Je crois que c'est un moment ultime pour l'humanité. Que ce soit la croissance de la classe moyenne à travers la planète qui passe de 1,5 milliard à 5 milliards d'ici 2030. Excusez, un petit problème de micro. C'est une pression énorme sur les ressources. Ça va être une pression énorme sur les ressources et même l'air est une ressource, l'eau est une ressource, le climat est une ressource qui nous permet de vivre. Puis, ce qui se passe aujourd'hui à Québec, cette semaine à Québec, avoir de la neige aussitôt. Ce qui se passe en Californie, que personnellement, si je vivais en Californie, je pense que je regarderais pour déménager parce qu'à chaque année, c'est des feux de plus en plus gros et qui sont de plus en plus dévastateurs. Si on regarde des pays au Moyen-Orient, les températures augmentent. On commence à du monde qui doit vivre avec des 50 degrés. Ouf, pas sûr, pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ou faire face à ces problèmes-là? Donc, des grands défis pour l'humanité. Il y a des grandes solutions pour l'humanité. Les technologies, puis vous êtes en plein dedans,
vous avez vu que les technologies explosent. Actuellement, tout explose, les capacités d'info nuagique, l'Internet des objets, l'utilisation des satellites, vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, l'intelligence artificielle, les technologies explosent, puis la grande question, c'est la grande question du blockchain. Est-ce qu'on va utiliser les technologies pour sauver l'humanité ou on va utiliser les technologies pour détruire encore plus rapidement notre environnement? Vous n'allez peut-être pas comprendre c'est quoi le lien avec les chaînes d'approvisionnement. Est-ce qu'il y en a qui commencent à voir le lien entre les problèmes, que ce soit environnementaux, ressources, changement climatique et les chaînes d'approvisionnement? Oui. 2 personnes? 3? Ben, les chaînes d'approvisionnement, c'est responsable de tout ce qui se passe. S'il y a l'émission de gaz à effet de serre, c'est du transport, c'est de l'énergie pour transformer de la matière, soit du fer pour le mettre dans votre auto, soit nous autres qui prenons l'auto pour aller au magasin. Tout ça, c'est la chaîne d'approvisionnement pour nous permettre de se nourrir, pour nous permettre d'avoir un logis. Et tous les impacts environnementaux sont dus à notre consommation. Alors, l'importance des chaînes d'approvisionnement pour l'humanité, c'est critique. C'est ça qu'on doit travailler pour s'assurer que nos enfants vont avoir un monde viable. Et l'idée des chaînes d'approvisionnement intelligentes, qu'on va parler aujourd'hui, c'est intelligent, oui, c'est l'intelligence artificielle, mais intelligent, c'est comme un bon père de famille qui prévoit d'avoir assez d'argent pour envoyer ses enfants à l'école, qui prévoit qu'il va avoir assez d'eau pour faire vivre ses enfants, etc. L'intelligence, c'est aussi faire de la planification à long terme et pas juste au quart. Alors, le terme intelligent a plusieurs significations et l'intelligence dans les chaînes d'approvisionnement, dans les projets sur lesquels on travaille, c'est aucunement focusé à augmenter les profits au quart. C'est vraiment bâtir un monde durable et qui va bénéficier aussi les entreprises. Ce que Optel a fait depuis les 30 dernières années et avec des acquisitions, on a surfé sur les technologies. Quand j'ai commencé, il y a 30 ans, même quand j'étais au cégep, mes premiers cours en informatique, c'était sur les cartes perforées. Je suis vieux, hein, ça me fait ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu l'évolution, on a participé à l'évolution des technologies, que ce soit électronique, informatique, optique, quasiment de la naissance. Et maintenant, je vous le dis, c'est absolument incroyable. Mais on a toujours essayé d'utiliser les technologies pour régler des problèmes. Alors, très vite, on est rentré dans les usines manufacturières à faire des systèmes de vision avec intelligence artificielle, donc des caméras qui capturent des données et qui doivent prendre une décision sur la qualité d'un produit. Un des premiers projets qu'on a eu, c'était les cannes de lait maternisées. Il y a 2 types. Il y a du lait à base de lait de vache, puis il y a du lait à base de soya. Puis, dans les usines, des fois, ils mélangeaient les étiquettes. Donc, s'ils mélangent les étiquettes, un lait de vache qui va sur une étiquette de lait de soya qui va sur une canne de lait de vache, ça peut créer des grandes complications. Alors, on a grandi comme ça en prenant des mesures à des grandes vitesses. Je me rappelle quand on travaillait sur ces lignes-là, c'était à peu près à 600 cannes par minute. Puis, quand la ligne bloquait, là, les cannes envolaient partout. Il fallait donc avoir beaucoup de logiciels puis d'électronique performante pour être capable de faire les analyses puis prendre les bonnes décisions pour rejeter la bonne canne au bon moment. Après, on est allé développer des softwares pour suivre les produits dans les usines. Donc, suivre le produit sur la ligne de production, suivre le produit dans les warehouses, excusez-moi du terme anglais, les centres de distribution. Pendant ce temps-là, il y avait 2 autres compagnies, donc une compagnie de Québec, qui, eux autres, ont développé les technologies pour
suivre la matière première, mesurer les impacts environnementaux de l'extraction des minéraux en Afrique, de mesurer les taux de déforestation en Indonésie, qui est notre grand fournisseur d'huile de palme, cacao, café et caoutchouc. Donc, encore utiliser des technologies pour capturer des informations. Donc, après, en 2015, en 2016, la compagnie Optel allait vraiment bien. Puis, l'humanité va de pire en pire. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à faire comme la plupart, puis juste se concentrer sur l'augmentation des profits, l'augmentation des ventes au quart, ou on va essayer d'être un acteur qui comme tout le monde, devrait aujourd'hui s'impliquer pour régler les problèmes et arrêter de faire partie du problème? Alors, j'ai décidé de prendre une pause, à peu près 50% de mon temps. J'ai pris une pause et là, j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour responsabiliser l'humanité, pour nous permettre de bâtir un monde meilleur. Alors, on est arrivé avec le concept des chaînes d'approvisionnement parce que les technologies, maintenant, vous allez voir, on peut mesurer les informations tout au long du cycle des chaînes d'approvisionnement, de l'extraction des ressources jusqu'à la disposition des biens, qui est super importante. Le problème des plastiques qu'on vit actuellement, qui est en train de détruire la vie dans les océans, c'est un problème de disposition des biens. Donc, ce n'est pas juste lors de la production qu'on détruit l'environnement, c'est aussi lors de la disposition qu'on détruit l'environnement. Donc, on a créé une plateforme qui capture des données de bout en bout et qui peut même établir une circularité des biens parce qu'on peut suivre des biens à leur disposition pour s'assurer qu'ils réintègrent la chaîne d'approvisionnement. La beauté de ces technologies-là, puis avec l'info nuagique, c'est qu'on peut maintenant tout mettre ces informations-là dans le cloud, puis c'est des terabytes de données qui rentrent à chaque jour. On peut tout mettre ça dans un serveur et avoir accès à l'information pour faire de l'analyse, de faire du reporting et aussi faire la recherche pour déterminer où est-ce qu'on s'en va avec ça. Actuellement, on est déjà connecté à peu près à 300 000 produits. Aujourd'hui, c'est rendu 375 000 petits producteurs un peu partout dans le monde. Que ce soit au Ghana, que ce soit au Congo, que ce soit en Amérique du Sud, en Indonésie, en Thaïlande. On se connecte sur les producteurs avec la technologie, avec du software, avec les téléphones cellulaires, avec des plateformes web et même avec les satellites pour être capable de mesurer les impacts sociaux et environnementaux des produits, mais aussi pour assurer la traçabilité. Prenons l'exemple des légumes bio. On le sait, bon, les légumes bio, ça vaut peut-être 2 fois plus cher que les légumes standards encore. Qu'est-ce qui nous dit que les légumes que vous achetez sont vraiment bio? Il y a une certification. La certification, la connaissez-vous vraiment? Est-ce que c'est une auto-certification? Puis quand on voit que l'humanité, pour $1 de plus, va faire n'importe quoi, il y a un grand doute sur la provenance des aliments. Il y a un grand doute sur la provenance des médicaments. Donc, avec maintenant les technologies, c'est tout à fait possible de suivre des lots de fruits et légumes et s'assurer qu'ils proviennent d'une terre qui n'a pas utilisé de fertilisants ou d'insecticides. Et ça, c'est le début de la chaîne d'approvisionnement intelligente. Donc, imaginez maintenant les quantités d'informations, pour ceux qui sont en informatique, ceux qui sont en intelligence artificielle, imaginez la quantité d'informations qu'on peut commencer à ramasser et aussi la mesure des impacts environnementaux et sociaux qui est possible maintenant partout à travers la planète. La semaine dernière, Walmart et Unilever ont annoncé un programme conjoint de lutte contre la déforestation. Malheureusement, la semaine dernière, on a eu aussi l'élection au Brésil, dont le nouveau président dit « on va en abattre des arbres ». D'après vous, ils vont en abattre pour qui, ces arbres-là? Pourquoi ils veulent abattre ces arbres? Pour faire du café, du cacao,
pour faire des grains, du soya. Savez-vous que 80% de la production des grains s'en va pour nourrir des bêtes? Puis après que ces bêtes-là, qui est complètement inefficace, nous autres, on consomme. Actuellement, ça, c'est une image satellite de l'Indonésie. Je ne l'ai pas dans cette présentation-là. On a accumulé les feux de forêt qu'il y a eu en Indonésie depuis les 6 dernières années. C'est à peu près 75% de l'Indonésie qui a brûlé. Ce n'est pas des feux comme en Californie. C'est des feux qui sont dus à l'exploitation humaine, parce que l'Indonésie, c'est dans les meilleures terres pour faire pousser du cacao, donc notre cher chocolat, pour faire pousser du café, notre cher café. Hein? Ah oui, à ce qui paraît, le café, vous pouvez en prendre plus que 5 par jour, c'est bon pour la santé. Et plus que 5 par jour, ça fait brûler des terres partout dans le monde, avec les problèmes qu'on connaît. Ça fait pousser aussi l'huile de palme. L'huile de palme, qui est dans notre cher Nutella, dans les savons, etc. Puis je vous rappelle l'équation, 1,5 milliard de personnes actuellement qui consomment le gros des produits, et on s'en va avec l'accroissement de la richesse à 5 milliards de personnes en 2030. 75% de l'Indonésie a déjà brûlé. Imaginez qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, on est capable maintenant, avec les technologies, d'aller se brancher sur les satellites, puis de supporter Unilever et Walmart dans leur programme contre la déforestation, parce qu'en temps réel, presque, selon le débit des images satellites, on peut détecter les feux de forêt pour dire, dans cette région-là, où il y a tel et tel fournisseur qui sont en train de créer de la déforestation, donc devoir prendre des mesures, soit de compensation ou des mesures disciplinaires pour dire à vos fournisseurs, ça suffit. Juste une petite note, c'est clair que le prix de l'huile de palme, le prix du cacao, le prix du caoutchouc et du café vont augmenter. Et si on veut que ça reste bas, si on veut continuer à consommer 5 à 10 cafés par jour, avec plein de chocolat, avec plein de surplus de consommation, si on ne veut pas payer cher, c'est la Terre qui va tout absorber. Alors, les technologies, maintenant, vous commencez à voir, j'espère, la pointe des chaînes d'approvisionnement intelligentes. On est rendu là à pouvoir les déployer. Du côté de la grosse croissance de Optel, l'être humain est l'être humain. Dès qu'il y a, je vous le disais tantôt, dès qu'une personne peut faire un peu plus de profit, ils vont le faire. Et le profit tue. Actuellement, il y a à peu près 1 million de personnes par année qui meurent à cause des médicaments contrefaits. C'est simple. Vous avez le choix de vendre un produit qui vaut 10 $, vous faites 1 $ dessus, des fois. Ou vous avez le choix de vendre le produit de 10 $, mais de l'acheter à 1 $. Là, vous faites 9 $ de profit. L'équation est malheureusement trop simple et plusieurs personnes l'appliquent, surtout dans les pays en émergence, ce qui crée des enfants qui meurent à chaque jour, des femmes qui meurent en accouchement à cause qu'ils n'ont pas le bon médicament pour arrêter les hémorragies. Alors, c'est une chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement dans la santé, c'est complètement ridicule. Si on va dans le domaine automobile, on reçoit régulièrement des lettres pour nous informer que notre véhicule, on doit aller au garage parce que telle pièce dans votre véhicule est sujet à rappel. Qui a reçu une lettre disant que le médicament que vous consommez, vous devriez arrêter ou il y a une contre-indication? Qui a déjà été voir sur le site de Santé Canada pour voir si leur médicament ou même leur aliment était sujet à un rappel? Est-ce que ce n'est pas arriéré à l'ère actuelle des technologies qu'on consomme des produits puis qu'on a des risques de mourir? La troisième cause de décès en Amérique du Nord, là, on ne parle pas en Afrique, là. La troisième cause de décès en Amérique du Nord, c'est des erreurs de médication, des erreurs médicales. La troisième cause. Est-ce que la technologie peut aider? Ouais, on croit que oui. Dans le domaine des médicaments, ici, ça peut paraître simple. On applique un numéro de série unique à chaque produit. J'ai des collègues ici qui nous aident dans cette aventure-là. Donc, on met un numéro de série sur chaque produit pharmaceutique.
Et puis, on suit ce produit-là de sa conception, donc dans les machines. Après, on sait que tel produit va dans telle caisse va sur quelle palette. Après, elle est envoyée à qui. Donc, on fait une traçabilité complète des médicaments. Ultimement, sous peu, avec votre téléphone, vous allez pouvoir prendre une photo de votre produit, du code unique, et s'assurer que c'est le bon produit, que ce n'est pas un médicament contrefait. Et en plus, valider la posologie que vous avez eue. Mon père, cet été, il y a 92 ans, il s'est ramassé à l'hôpital, puis il faisait de la fièvre, puis en sortant de l'hôpital, il a manqué mourir de son séjour à l'hôpital. L'utilisation des médicaments, est-ce que, avec tout le nombre de médicaments qu'il y a, est-ce qu'on peut demander à une personne de tout bien comprendre, de bien savoir le dosage, de bien savoir les interactions entre les médicaments? Personnellement, je ferais plus confiance à une intelligence artificielle pour me faire ce diagnostic et même cette prescription qu'à une personne qui a plein de dossiers, puis c'est d'une complexité beaucoup trop élevée. Donc, bientôt, vous allez avoir une technologie qui va vous permettre de valider la posologie et s'il y a un problème, de vous mettre en contact avec un spécialiste qui a accès à des bases de données pour dire « OK, non, dans telle condition, avec tel médicament, vous ne devriez pas prendre tel médicament. On s'excuse, veuillez retourner le médicament. » Et aussi, maintenant, regardez comment ça peut être intelligent, une chaîne d'approvisionnement branchée. Si vous avez un effet secondaire, bon, un mal de tête, on ne va pas toujours le dire aux pharmaciens. En fait, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mon père, il ne l'a pas fait non plus, d'aller retourner aux pharmaciens et dire « mais là, j'ai manqué mourir ». Donc, parce que c'est les pharmaciens qui sont responsables de rapporter les effets adverse effects. Mais maintenant, avec la technologie, vous allez l'avoir, vous allez scanner votre produit et dire « mais oui, j'ai pris toutes mes pilules, mais je me sens, ça ne m'a rien fait. Je suis encore malade, je fais encore de la diarrhée. Ou sinon, j'ai des étourdissements, etc. » Puis ceux qui sont en intelligence artificielle, vous pouvez commencer à voir aussi que des chaînes d'approvisionnement intelligentes, ça va être franchement intelligent parce que ça va agglomérer l'information de milliers de personnes qui utilisent un médicament et donner en temps réel son efficacité et les liens complexes entre les conditions physiques, les interactions avec les autres médicaments et même la nourriture. Imaginez maintenant si, dans un pays, le monde commence à avoir cette visibilité-là, mais presque en temps réel, on va détecter des pandémies. Il me semble que ça serait intelligent. Et s'il y a un rappel, vous allez l'avoir en SMS ou à travers vos médias sociaux pour dire « Ah, tu dois aller reporter tel produit. » Puis ça va être fini, les rappels. Prenons le désastre des laitues cet été. Presque toutes les laitues romaines, de type romaine, ont été rappelées en Amérique du Nord sans discernement. Donc, imaginez toutes ces laitues-là, ça nécessitait de l'eau, des insecticides, des pesticides, du transport pour se ramasser dans les dépôts. Puis, qu'est-ce que ça fait, la matière organique, dans des dépôts? Ça dégage du méthane. Puis le méthane, c'est 28 000 fois plus dangereux que le CO2 dans les gaz à effet de serre. Wow! C'est brillant, les chaînes d'approvisionnement dans le domaine alimentaire. Hein? Complètement efficace. Tout ça à cause qu'il y a 0,01% d'un fournisseur qui, lui, avait une contamination, à cause qu'on n'a pas pu identifier la source, parce que toutes les chaînes d'approvisionnement, il n'y a aucune traçabilité. Maintenant, on est capable, ça va se déployer, c'est en train de se déployer, on va être capable de faire des rappels ciblés, donc qui vont éviter des désastres, puis tout en même temps en profiter aux entreprises, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a fait de l'argent là-dedans. Tout le monde a perdu de l'argent dans le problème des laitues. Donc, c'est possible de déployer ces technologies-là, donc de mettre des numéros de série uniques sur chaque produit, bon, peut-être pas sur chaque laitue, mais sur chaque boîte de laitue. C'est possible de déployer ces technologies-là et de connecter ça à des softwares pour être capable maintenant de diriger, contrôler, rappeler, informer, être plus intelligent. Donc, on peut suivre le long de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant,
Et on le fait, puis vous êtes peut-être déjà, vous le faites peut-être déjà. Aussi, on peut connecter le consommateur au manufacturier. Donc, les technologies sont là. Presque tout le monde ici a un téléphone intelligent. Même dans les pays en voie de développement, ça va très vite, la digitalisation des citoyens et l'accès avec les services 4G, puis surtout avec les services 5G qui s'en viennent. Ça va être une grosse révolution pour accéder à de l'information. Je vais prendre l'exemple de Lexmark. Lexmark, c'est un de nos clients. Donc, en déployant la traçabilité, donc de l'usine, ils ont voulu faire une chaîne d'approvisionnement intelligente, mais de l'usine jusqu'au client. Évidemment, tout le monde gagne à être connecté à son client. Qui ne rêve pas comme fournisseur d'être connecté à son client? Moi j'en rêve. Je vais voir mes clients souvent, mais quand tu es en produit de masse comme Lexmark, ils ne peuvent pas aller voir, le président ne peut pas aller voir tous les clients. Donc, la digitalisation permet de faire une connexion avec les clients. Mais les numéros de série qu'on a mis sur les cartouches de Lexmark servent aussi à préserver l'environnement. Parce que grâce à ce numéro de série-là, on incite les acheteurs des cartouches Lexmark à les retourner vers Lexmark. Maintenant, grâce à un programme de chaîne d'approvisionnement intelligente et de connexion avec les consommateurs, 50% des cartouches sont retournées aux usines à place d'aller dans des dépotoirs. Ils sont retournés aux usines pour être revitalisés et réutilisés. Donc, pour l'entreprise, il y a un énorme avantage, c'est que maintenant, 50% de sa matière première pour produire les cartouches, elle est presque gratuite. Elle est en close loop, elle est toujours le même prix, elle n'est pas sujet aux variabilités du prix de pétrole. Donc, un gros avantage. Puis, on a la chance au Québec que c'est une compagnie de Montréal qui s'occupe des processus de récupération du plastique, le groupe Laverne. Alors, c'est pour vous donner un petit coup de qu'est-ce que ça peut être une chaîne d'approvisionnement intelligente, et puis vers quoi on va aller. Mais le gros problème de l'humanité, bon, on va dire c'est l'humain, là. On ne remplacera pas l'humain par l'intelligence artificielle, mais l'humain a quand même, depuis l'existence de l'humain, a quand même réussi à faire des changements incroyables. Il y a à peu près 4000 ans, à peu près à plus ou moins 500 ans, l'humanité, comme par hasard, a pris une décision importante. A pris importante c'est un peu délicat comme sujet, vous allez comprendre. L'humain a commencé à mettre des règles morales pour ne pas faire d'enfants à l'intérieur de la famille. Bon, vous le savez tous, faire des enfants avec des membres rapprochés de votre famille, ça crée la dégénérescence de la tribu. Alors, à peu près, il y a 4000 ans, à peu près, un peu partout sur la planète, les normes religieuses ont commencé à dire que c'est exclu, que c'est banni de ne pas créer à l'intérieur de sa famille, vous devez le faire à l'extérieur. Donc, pour la survie de l'espèce, l'être humain a globalement changé ses comportements et rendu des comportements inacceptables, presque criminels. Dans quelques années, jeter son téléphone cellulaire, jeter un équipement électronique à la poubelle, ça va être aussi criminel que vouloir avoir une relation à l'intérieur de sa famille. Parce qu'on est en train de détruire la planète. Donc, comment est-ce qu'on va amener ce changement, cette responsabilisation-là qui a déjà eu lieu? On peut prendre un exemple un peu moins dramatique, le recyclage. Qui ici recycle, remplit son bac bleu? Regardez, quel changement incroyable! Quand j'étais jeune, là, le recyclage, on tirait les autos dans les rivières, dans le fleuve, etc. C'était du recyclage naturel. Maintenant, on le fait. Bon, est-ce que notre recyclage, il y a eu des erreurs politiques au point de vue des décisions, comment notre réseau de recyclage marche? On s'est fié aux Chinois pour dumper de la merde. Mais je vous le dis, dans quelques années, le recyclage, vous allez en prendre soin et vous allez le trier. Et vous allez arrêter de tirer les choses dans un bac bleu. Vous allez tout bien trier pour valoriser d'une meilleure façon les déchets. Mais quand même, on a vu qu'en quelques années, peut-être en 20 ans maintenant, tout le monde recycle. Donc,
Ça vous donne espoir qu'il faut créer des changements de masse, que c'est possible d'avoir ces changements de masse-là. Mais comment la technologie peut aider? Parce que là, hey, c'est 1,5, là, c'est 5 milliards. On va être 9 milliards en 2030. Comment est-ce qu'on va y arriver? Ben, les technologies, maintenant, avec les téléphones intelligents, et avec même une expertise qu'on a à Québec, qui est la gamification, on peut y arriver. Alors, et tout ça, c'est des technologies qui vont amener de l'information, qui vont aller chercher de l'information, tout ça pour abreuver une chaîne d'approvisionnement intelligente et modeler et contrôler un peu les comportements de consommation des consommateurs pour respecter les limites planétaires, puis enfin pouvoir se dire, OK, là, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Parce que pour l'instant, ce n'est pas sous contrôle, mais on peut y arriver. Et tout ça, toute cette information-là, maintenant, peut être centralisée dans des bases de données pour être capable de donner de la place aux chercheurs qui vont vouloir travailler sur le respect des ressources planétaires, pour donner aux entreprises une meilleure prévision de la disponibilité de leurs ressources, de leurs matières premières, une meilleure consommation, etc. Tout ça, maintenant, est possible. Il faut le déployer. Puis, j'aime bien cette présentation-là, maintenant, pour les clients. Maintenant, on le sait, on vit dans un monde qui c'est le profit. Comme Optel, si on ne fait pas d'argent, on va mourir. Donc, même les universitaires, les chercheurs, s'ils n'ont pas leur subvention, ils ne pourront plus faire de projets, avoir d'étudiants, etc. Donc, on est pris quand même dans un paradigme d'opérationnaliser puis de générer des profits pour être capable de vivre. Pour les entreprises, une chaîne d'approvisionnement intelligente, c'est de l'information clé. Puis, je prévois que dans 5 à 10 ans, la majorité des entreprises vont avoir des chaînes d'approvisionnement digitalisées et beaucoup de décisions vont être assistées, que ce soit les décisions d'achat, vont être assistées par de l'intelligence artificielle qui, elle, va avoir considéré les différents facteurs. Et prions Dieu qu'elle va avoir considéré les impacts environnementaux, les gaz à effet de serre, l'empreinte carbone, la disponibilité de ressources et les activités de déforestation. Sinon, l'intelligence artificielle ne servira pas longtemps à l'humanité. Mais ça amène beaucoup de bénéfices aux entreprises. Donc, l'informatisation est en train de se faire en mode accéléré. On y est presque rendu, l'informatisation des processus. Vous avez vu qu'on est en train d'informatiser maintenant jusqu'aux fermiers au Ghana, jusqu'aux petits mineurs au Congo, jusqu'aux les plantations de caoutchouc en Indonésie. C'est en train de se digitaliser. Et de se connecter en même temps avec les infrastructures cloud qui existent, avec les réseaux 4G, 5G qui évoluent. Il va y avoir de plus en plus cette connectivité-là. Et en entreprise, il y a un drôle de comportement humain. Je vais vous donner un exemple. Si je veux aller entre Québec et Montréal, je veux aller à Montréal, mais si je n'ai pas d'odomètre pour savoir à quelle vitesse que je vais, qu'est-ce qui va arriver? Quelqu'un pourrait le dire, bon, si je ne sais pas à quelle vitesse je vais, il y a deux choses qui vont arriver, oui? Oui, mais mettons, c'est... Ouais, là, tu triches un peu, là. Mettons, tu es tout seul, là. Donc, c'est soit qu'on va aller trop vite, on va avoir une étiquette, si on n'a pas d'indicateur de vitesse, ou on ne va pas aller assez vite, puis là, on prend plus de temps que prévu, donc on perd un peu notre temps. Un indicateur, avoir la vitesse, ça nous permet de se mettre à 119, puis de rester à 119, donc de ne pas avoir d'étiquette. À 119, ça ne m'est pas arrivé encore. Et aussi d'arriver, dans le meilleur des temps, à Montréal. Alors, l'indicateur, dès qu'on affiche un indicateur, l'humain change son comportement. Je me suis acheté une auto hybride, mais branchée, puis... là, il y a 3 catégories d'indicateurs. Il y a l'accélération, comment tu accélères, la capacité de freinage. En tout cas, je ne me rappelle pas du troisième. Mais juste aller voir, là, je commençais à freiner un peu plus tôt pour capter l'énergie cinétique de l'auto, pour la remettre dans la batterie. Puis l'accélération, OK, là, j'essayais de doser l'accélération pour être dans le bleu. Puis là, il apparaît plein de feuilles vertes là, quand j'ai réussi à optimiser. Mais juste ça change nos habitudes. Donc, juste indiquer
notre consommation, notre empreinte environnementale, j'ai espoir qu'on va commencer à influencer les comportements des gens et des entreprises pour diminuer les pertes, améliorer leur efficacité des lignes de production, diminuer les temps dans les inventaires, etc. Parce que plus les entreprises sont efficaces, moins elles vont avoir d'empreinte environnementale, moins elles vont prendre d'énergie, moins elles vont produire pour jeter. Puis, dans le domaine alimentaire, c'est assez effrayant. C'est à peu près 40 de pertes. Donc, du champ jusqu'à notre estomac, c'est à peu près 40 de pertes. Et de la graine jusqu'à notre estomac, c'est à peu près 90 de pertes. Donc, imaginez toute l'eau, les insecticides, pesticides. Si on est capable d'améliorer les performances, mais des fois, juste en donnant un indicateur, on améliore les performances. C'est la première étape. Puis des fois, le monde, ils sont pas connectés, puis « Ah oui, je veux avoir de l'intelligence artificielle, je veux avoir de l'intelligence artificielle. » Je dis « Wow, 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 wow. » OK. Premièrement, on va commencer par connecter l'information, puis on va te l'afficher, ton information. On va te l'afficher comme il faut, puis tous les outils sont là maintenant pour avoir une visibilité très claire sur tes performances, mais tu n'as pas besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, tu vas déjà avoir un 10 de gain de productivité, généralement, qui est noté en entreprise juste en affichant l'information. Après, quand tu affiches l'information, mettons, si tu vois, OK, mon temps entre Québec et Montréal, d'habitude, c'est 2h30. Puis tout d'un coup, sur mon graphique, c'était, hey, là, ça m'a pris 5 heures. Alors, avoir la visibilité, puis avoir l'information, bien, tu vas cliquer sur son 5 heures-là, puis tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, OK, il y a eu une tempête de neige. Là, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, peut-être qu'on aurait pu y aller en train. Le train, ça aurait pu prendre 6 heures à Québec. Donc, une fois qu'on a l'information, on peut comprendre. Et après, on va déployer l'intelligence artificielle, genre du machine learning, pour anticiper, pour faire de la détection automatique, puis après du deep learning pour même commencer à faire du cognitif pour nous aider encore plus. Mais c'est une évolution, le déploiement des technologies, c'est une évolution pour nous amener à la performance. Mais le monde qui rêve, qui ne font pas tout de suite, qui n'ont pas de dashboard, puis qui disent « Ah, je vais mettre le AI, ça va révolutionner mon entreprise », c'est un peu trop vite. Donc, on veut les accompagner là-dedans, on doit les accompagner, puis le monde en informatique, c'est un peu votre responsabilité d'accompagner vos entreprises dans cette démarche-là, puis pas tout de suite vendre « Ah oui, oui, AI, blockchain, quand ils n'ont même pas de dashboard, puis ils ne sont même pas connectés. Donc, avec tout ce problème-là qu'on a, mais toute la possibilité qu'on a dans les technologies de régler le problème, que ce soit en mesurant les impacts environnementaux, en mesurant la disponibilité des ressources, en influençant le comportement des entreprises et des consommateurs, si on le veut, on peut. C'est la mission que j'ai donnée à Optel, et d'où l'idée est venue, mais regarde, il faut penser gros. Puis là, le gouvernement fédéral, enfin, avait dit, OK, là, on va laisser, il y a quelques universitaires ici, les universitaires ils ont eu des centaines de millions pour l'intelligence artificielle. Projet Apogée et autres, c'est des centaines de millions. Mais là, pour une fois, le gouvernement fédéral a dit, OK, c'est beau, ils ont leur argent, les universitaires, mais maintenant, là, on va donner aux entreprises des possibilités de démarrer des projets à risque, de déployer des nouvelles technologies en collaboration avec les universités, mais c'est l'idée par les industries. Les universitaires disent, ouais, mais cet argent-là, on aimerait bien l'avoir. Ils en ont déjà eu des centaines de millions là-dedans. Il y a eu énormément d'argent qui est injecté en intelligence artificielle. Donc, on a profité de l'occasion du gouvernement fédéral de lancer ces clusters-là pour déposer l'idée de chaîne d'approvisionnement intelligente. Et je dois vous l'avouer, quand tu parles d'économie circulaire, d'environnement, de respect des ressources premières, d'impacts environnementaux, là, il n'y a pas grand monde qui est intéressé. Il y a peut-être une compagnie, Cascade, qui ont toujours eu une image très verte et qui sont vraiment en économie circulaire. Si vous allez à Kinsey Falls, c'est un exemple de compagnie qui essaye de minimiser les impacts environnementaux, réutiliser leurs ressources, minimiser les déchets. Mais la plupart du monde, comme la plupart du monde dans cette salle, s'en foutent des impacts environnementaux. C'est triste. C'est comme ça. À cause qu'on ne le voit pas clairement, on fait un déni puis on veut rester dans notre confort. Mais c'est la nature humaine. Mais on a quand même réussi à aller chercher une centaine de collaborateurs, 80 industriels, par leur corde sensible. C'est quoi la corde sensible des entreprises? Yes, give me some cash.
Ce n'est pas le cash, le cash parce qu'ils doivent investir pour avoir cet argent-là. Donc maintenant, au début, c'était $1, $1. On investit $1, le gouvernement va mettre $1. Maintenant, c'est plus, tu investis $1, le gouvernement va mettre 60, donc 60 sous. Donc ça va donner un projet de donner 60. Mais on a quand même réussi à démontrer, avec l'aide de Mila, Ivado, avec des firmes de consultants spécialisés en digitalisation, qu'il y avait énormément de bénéfices pour les entreprises de digitaliser leur chaîne d'approvisionnement puis d'utiliser l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc., pour être plus performants. C'est sûr que quand tu as un Amazon, qui est une compagnie de IT, qui clenche pas mal, qui est en train de faire perdre le contrôle des manufacturiers, parce que Amazon, si on regarde ça au point de vue commercial, les compagnies qui vendent sur Amazon ont plus de contrôle sur la distribution de leurs produits et sur la vente et le marketing. Ils ont plus. C'est Amazon, c'est maintenant les commentaires des usagers ou des faux usagers, les achats qui maintenant font la vente et le marketing des produits. Ça change complètement la dynamique des chaînes d'approvisionnement parce que le réseau de vente et de distribution, c'est une chaîne d'approvisionnement. Et Amazon a bypassé beaucoup de processus en connectant le manufacturier au consommateur. Donc, évidemment, ça inquiète beaucoup de monde, le phénomène Amazon, les phénomènes Uber, que là, avec la digitalisation, on est capable de brancher beaucoup de monde à des consommateurs. Uber, c'est un peu la même chose. D'habitude, quand j'arrivais dans une ville, ben là, j'allais voir un Hilton pour avoir une chambre, mais maintenant, quand tu arrives dans une ville, maintenant, tu es branché à des milliers de suppliers qui veulent t'offrir aussi une chambre. Donc, on a changé les canaux d'information. Donc, c'est pour ça qu'on dit Amazon n'est pas une compagnie de logistique ou un distributeur. Amazon, c'est une compagnie IT. Donc, les entreprises ont accepté de signer des lettres d'intérêt. On est encore juste là parce que Scale n'est pas encore officiellement en démarrage, mais quand même, la plupart des entreprises ont vu que la digitalisation des chaînes d'approvisionnement, le déploiement des chaînes d'approvisionnement intelligentes, c'est un grand risque de ne pas participer parce que les entreprises risquent d'être dépassées, surtout avec le manque de main-d'œuvre qu'on commence à avoir très fort au Québec. C'est un précurseur. Après, ça va être en Ontario, c'est le restant du Canada, après, c'est les États-Unis, puis après, c'est l'Europe. Ce manque de main-d'œuvre-là va nécessiter une nouvelle façon d'approcher les affaires. Donc, on a mis le projet sur la table. On a gagné, donc le gouvernement fédéral met 230. Après, je pense que c'est 50 millions du provincial. Bon, c'est pas le Scale, c'est pas un projet. Scale, c'est plein de petits projets qui vont être proposés par des industriels. On va peut-être se mettre à 3-4 ensemble avec un centre de recherche pour dire, OK, nous autres, on veut développer ça, on veut dire. On espère que dans Scale, au bout de 5 ans, qu'on va avoir peut-être eu 300-400 projets à succès, qu'on va avoir déployé des nouvelles technologies, des nouveaux algorithmes, des nouvelles façons de faire pour gérer les chaînes d'approvisionnement. Et j'ai bon espoir, pour ma part, en tant qu'humaniste, que le monde, en digitalisant leur chaîne d'approvisionnement pour leur profit, ils vont voir à travers les chiffres puis à travers les indicateurs comment est-ce qu'ils sont en train d'épuiser la terre, qui est leur fournisseur principal. Comment aussi est-ce que le consommateur, on l'espère, va se réveiller et exiger d'avoir des produits qui sont avec moins d'impact environnemental, qui respectent les limites planétaires, qui n'utilisent pas de child labor, d'esclavage moderne, etc. Donc, d'un côté, les compagnies vont se digitaliser pour s'optimiser, puis d'un autre côté, ils vont avoir une visibilité, puis les citoyens vont savoir qu'ils peuvent avoir cette visibilité-là, et ils vont devoir l'exiger, et les entreprises vont changer dans le bon sens. Mais pour l'instant, c'est triste à dire, la plupart des compagnies s'en foutent, c'est juste le profit. Mais la digitalisation des chaînes d'approvisionnement va amener une visibilité. Et déjà, si on diminue les pertes, mettons, dans le domaine alimentaire de 25 %, le domaine alimentaire est responsable à peu près de 33 % des gaz à effet de serre. Si on est capable de faire ça, ça va déjà être une belle réussite. Et
Tout le monde va gagner parce que des pertes, c'est des pertes. Il n'y a pas personne qui se fait de l'argent avec des pertes, là. Et en plus, si on peut commencer à établir une économie circulaire c'est récupérer les choses parce que, un petit graphique, je crois que vous allez voir ici, hein. Il ne s'en parle pas beaucoup, hein. On ne veut pas vous faire paniquer, là. Il y a du monde qui protège ces informations-là. Des fois, ces informations-là apparaissent sur un site puis disparaissent un peu après. Qui pense ici que la Terre a des ressources infinies? Qui pense que la Terre est capable d'absorber autant de CO2 que l'on veut? Et surtout quand on sait que l'air qu'on respire, c'est à peu près 1 kilomètre, là. C'est pas épais, hein, notre atmosphère. Alors, à peu près dans 50 ans, certains disent que 50% des tableaux périodiques ne sera plus disponibles. Même le fer, dans 150 ou 200 ans, il ne sera plus disponible. Pour aller le chercher, il va falloir creuser en tabarnouche pour aller dans le noyau. Ou sinon, il va falloir aller chercher ça sur la Lune ou sur Mars. Mais Mars, ça prend 4 ans. Puis je ne suis pas sûr qu'au point de vue énergie, c'est fiable. On parle des matériaux comme le indium. Le indium, ça ne dit rien à personne, hein? Mais c'est un des backbones de nos technologies. L'indium, c'est ce qui fait que votre écran et touchscreen marche. C'est dans les processeurs. Puis sans indium, on a une grande question à se poser, qu'est-ce qu'on va faire? Mais des mines de indium, il n'y en a pas beaucoup. Et selon des estimés, il y en a peut-être entre 15 ans. 15 et peut-être 25 ans. Bon, peut-être 50 ans. Mais moi, j'ai des jeunes filles de 6, 7 et 8 ans. Dans 50 ans, elles vont avoir 57, 58. Puis là, la grande question, là, c'est vraiment triste de voir ces discussions-là actuellement, que le monde se dise qu'on ne devrait plus faire d'enfants. C'est pathétique d'entendre ces discussions-là, du monde qui disent que la solution, c'est d'arrêter de faire des enfants, puis on va continuer à surexploiter les ressources et à rien faire, et qu'on préfère ne plus avoir d'enfants. C'est de l'égoïsme pur. Moi, j'ai l'intention que dans 50 ans, mes enfants aient des enfants, puis qu'ils aient les technologies disponibles pour être capables de continuer à vivre convenablement. Et ça va prendre l'économie circulaire. Et ça va devenir criminel de jeter un téléphone cellulaire, un équipement électronique à la poubelle. Ça va être criminel. Parce qu'à chaque fois qu'on jette quelque chose dans un dépotoir, surtout les minéraux rares, puis vous vous informerez, le cuivre est quelque chose qui va manquer bientôt. Et ça va bouleverser notre société. Alors, oui, il y a la solution d'arrêter d'avoir des enfants, mais c'est un peu... je préfère qu'on essaye de trouver des solutions pour mieux gérer nos chaînes d'approvisionnement pour y arriver. Parce que ça, c'est un défi qu'on a pelleté en avant chez nos enfants. Puis en plus, quand on va au Congo, on voit des enfants qui vomissent du sang pour nous fournir du cobalt, qui est dans tous nos équipements électroniques, puis qu'on tripe sur nos autos électriques, mais qu'on ne regarde pas les impacts environnementaux. À un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux pour savoir dans quel monde on veut vivre. Dans les chaînes d'approvisionnement intelligentes, notre objectif, c'est d'amener, oui, de la productivité puis du cash aux entreprises, mais c'est d'amener aussi à la société des chaînes d'approvisionnement qui vont nous permettre de vivre longtemps puis de s'assurer que nos enfants ont un avenir. Et d'éviter cette utopie-là de dire qu'on va arrêter de faire des enfants parce que c'est la solution la plus simple. Alors, on a aligné aussi, je vous invite à regarder, parce que je crois que le temps est à l'action. Le temps est à l'action. Alors, je vous invite à aller regarder sur le site de l'ONU les objectifs, les 7 objectifs que l'ONU ont mis en place, les objectifs de développement durable. Et essayez aussi dans vos entreprises de voir quel objectif vous pouvez toucher, que ce soit avec vos technologies, que ce soit l'éducation, que ce soit l'eau, l'équité. Bon, ben, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir une parenthèse sur notre cher ami aux cheveux orange dans le Sud. Son idée, ils sont tout à fait au courant des problèmes. Son idée, c'est qu'on va bâtir un mur, on va tous profiter des ressources à l'intérieur. Nous autres, ils vont vivre comme si de rien n'était. Bon, les feux de forêt, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec, là.
Bon, ils vont peut-être tasser la Californie, parce que la Californie, c'est démocrate en plus. Alors, ils vont peut-être faire un mur pour exclure la Californie qui est en train de brûler. Et eux autres, nous autres, on va continuer à polluer, à émettre des gaz à effet de serre, on va aller chercher toutes les ressources qu'on veut, on va faire la guerre s'il faut, mais nous autres, on va se faire un mur pour que les Blancs suprématies, la suprématie blanche, continuent à vivre comme elles le désirent. Est-ce que c'est viable à long terme? Moi, si j'étais en Amérique du Sud, puis je voyais maintenant quand il va voir les changements climatiques, etc., puis quand je vois mon voisin, je ferais n'importe quoi pour arrêter ça. Alors, on a toute une responsabilité pour développer une équité globale, puis voir globalement les problèmes, que ce soit environnementaux ou les inéquités sociales, et fermer les frontières, et s'imaginer que les 250 millions de personnes, de jeunes en Afrique subsaharienne qui n'ont aucun espoir, qui vont vivre les changements climatiques à fond, mais qui sont toutes connectés, si on pense qu'eux autres, ils vont rester tranquilles, vous vous trompez. Le problème qui se passe en Afrique subsaharienne, les inéquités sociales qui se produisent, c'est le problème à tous. Et je reviens aux objectifs de l'ONU. L'ONU, ils ont réfléchi beaucoup, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, je vous invite à aller voir, puis essayer de voir comment dans vos entreprises, vous allez pouvoir adresser certains de ces problèmes-là. Puis, avec les chaînes d'approvisionnement intelligentes, on a fait l'analyse, on en touche à peu près 11. Donc, Optel, Scale AI peut à peu près amener des solutions à peu près à 11 des objectifs de l'ONU, qui sont quand même faits par des spécialistes en environnement et économique, etc. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis, ayez des enfants, mais pensez au monde dans lequel ils vont vivre, puis les actions que vous devez faire pour que ça marche. Merci. On va remettre le hashtag, s'il vous plaît. Donc, merci en passant, M. Roy. Comme vous l'avez annoncé un peu, que c'est un homme passionné. Ça n'a pas paru, c'est passé à peu près inaperçu. Optel est depuis plusieurs années, j'ai eu des questions, dans la traçabilité. Parce qu'on a Hugues est venu nous voir l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'année dernière. Mais là, on ajoute une couche avec l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous rendre ça un petit peu plus, pas physique, mais plus clean entre... On faisait de la traçabilité, mais là, on ajoute quelque chose. Ouais, l'intelligence artificielle, justement, on l'a appliquée dans les systèmes de vision au début. Donc, j'ai étudié avec M. Denis Poussard. Je me rappelle, on était au début des systèmes de neurones, etc. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on l'utilisait dans les systèmes de vision? Parce que les systèmes de vision, c'est un outil très facile pour amener énormément d'informations sur un ordinateur. Les caméras, c'est des mégabytes de données qui rentrent très rapidement. Donc, c'était facile d'utiliser l'intelligence artificielle parce que c'était du big data. On est à l'ère maintenant avec le cloud et tous les outils d'Internet des objets qui capturent l'information, les connexions avec les satellites, etc. Maintenant, d'amener cette information-là en masse, donc c'est les informations qu'on capture, dans une base de données dans laquelle on peut faire rouler le AI. Donc, l'idée aussi de Scale, c'était d'aller chercher de l'expertise des centres de recherche, Ivado, Mila, Waterloo, pour valoriser ce data-là. Donc, on a nos équipes qui travaillent un peu là-dessus, mais c'est tellement gros parce qu'on touche tellement d'informations que ce soit en temps réel. Là, on voit la circulation du cacao dans la Côte d'Ivoire, on voit la circulation de l'huile de palme, etc. Donc, on voit tous ces chemins-là. Donc, on pense que justement l'intelligence artificielle va permettre d'optimiser les routes, faire l'analyse prédictive des demandes, etc. Donc, et puis il y a plusieurs algorithmes comme une des grandes demandes, c'est le predictive forecasting. Donc, prévoir les forecasts de vente, c'est une science actuellement qui ne marche pas très bien. Donc, il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés pour améliorer ça, mais le manque de données limite souvent l'utilisation de ces outils-là, mais avec les données plus soutenues, comme si on se connecte de plus en plus aux citoyens, aux consommateurs. Donc, ces outils-là de predictive forecasting vont devenir beaucoup plus puissants, donc permettre à l'intelligence artificielle de s'épanouir encore plus. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on on a été condamnés par notre succès, c'est-à-dire qu'on a accumulé beaucoup d'informations, on était un peu enterrés par ça, puis maintenant, l'intelligence artificielle va nous permettre de l'exploiter plus rapidement et surtout même de façon prédictive. C'est un peu ce que vous nous dites.
Sans dévoiler des secrets, parce qu'on dit que c'est au Québec, là, donc on a maillé 80 entreprises avec des centres de recherche, des universités, etc., dont les professeurs qui reçoivent déjà beaucoup d'argent, vous avez dit, pour la recherche. Là. Sans dévoiler de secrets, pourriez-vous nous donner des secteurs que vous pensez que la chaîne d'approvisionnement intelligente va nous aider là, à améliorer notre situation au Québec? Bien, pour le Québec, évidemment, on veut amener les dernières technologies. Il y a un gros ouvrage, comme je vous disais tantôt dans le graphique, il y a un gros ouvrage de sensibilisation à la digitalisation. Donc, on utilise Scale pour dire, regarde, hein, l'intelligence artificielle, mais avant, là, tu dois digitaliser ton affaire, connecter tes choses, assembler l'information de façon cohérente et après utiliser l'intelligence artificielle. Donc, on essaye d'utiliser ça comme une carotte pour se digitaliser. Puis bon, après, les projets, c'est assez standard quand même. Tout le monde a un besoin de predictive forecasting, meilleure gestion des inventaires, parce que l'inventaire, c'est souvent des pertes, etc. Vous avez été longtemps dans le médicament, je pense, où la compagnie Optel a été très active dans le médicament. Vous êtes même peut-être un des leaders mondiaux, je pense, dans ça. Oui. Vous avez parlé de l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qu'on peut penser qu'on est capable d'avoir des bénéfices, pas financiers, là, mais des bénéfices dans le sens que vous dites qu'on pourra aller chercher rapidement? Bien, le domaine alimentaire est important pour le Québec. Même pour toute économie, le domaine alimentaire, c'est un secteur hyper important. On se déploie aussi actuellement dans le domaine des mines. Donc, nous autres, on a décidé de toucher le domaine de la santé, le domaine alimentaire et le domaine des mines. Mais je crois que les outils qui vont être développés et qui se développent, puis aussi cet appel-là à digitaliser va servir à n'importe qui, un fabricant de machines, un fabricant de vêtements va pouvoir profiter de ces technologies-là parce que à la base, c'est généralement le même stream de data qui rentre, à peu près les mêmes algorithmes, mais là, c'est sûr qu'ils vont être l'apprentissage va être différent selon le contexte des entreprises. Quand j'entends parler de 3 secteurs, médicaments, alimentation et mines, je comprends que c'est à la fois parce qu'il y a un marché, mais c'est à la fois aussi parce que vous voyez qu'il y a un impact positif. Exact. C'est des secteurs on a intérêt à investir comme humanité, là, entre guillemets. Exactement. Ouais. Okay. Donc, il me reste à vous remercier en passant, M. Roy. Ça a été très passionnant en passant. Vous avez fait transpirer votre passion. Je le savais, mais là, je pense que là, plus de personnes le savent. La conférence de M. Roy va être disponible sur le site, éventuellement, si vous avez les documents. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait le lien entre les chaînes d'approvisionnement intelligentes et, là, je vais dire un gros mot, l'anthropocène. Parce que c'est un peu ça qu'on a devant nous, puis c'est un peu ça que vous craignez comme tel. En terminant, je dois vous dire que donc, à 11 heures, dans la même salle, vous allez avoir l'intelligence artificielle dans le domaine financier. Donc, le secteur bancaire, le secteur des assurances et l'autorité des marchés financiers qui vont nous parler comment on utilise concrètement l'intelligence artificielle dans ces secteurs-là. Merci. 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 Merci beaucoup.